Lorsque nous décidons de mentir aux gens, nous allons tout tenter pour faire croire que nous sommes honnêtes. Le menteur sait qu'il ment et il connaît la vérité. Cependant, différents signaux peuvent parfois se manifester. Mais tout dépendra aussi du type de mensonge auquel nous allons être confrontés. S'agit-il d'un mensonge préparé à l'avance ou bien d'un mensonge spontané? Le deuxième cas de figure laisse fuiter beaucoup plus d'indices que la tromperie qui a eu le temps d'être inventée et travaillée au niveau des mots, de la chronologie, des images, des personnages et même du comportement. Lorsqu'une invention est bien préparée, nous sommes plus à l'aise et nous allons donc moins diffuser des signes de stress. Lorsque nous racontons la vérité, nous ne nous soucions pas vraiment ni de notre attitude, ni de la façon dont nous relatons les faits. Sauf si certains contextes nous mettent mal à l'aise. Par exemple, la peur de ne pas être cru peut nous faire adopter des postures d'inconfort. Il en va de même si nous sentons de la suspicion de la part de l'interlocuteur qui nous pose des questions. Intéressons-nous à ces 4 types de mensonges qui vont faciliter ou au contraire complexifier la détection de la tromperie. Tout d'abord, le mensonge du quotidien, le mensonge à fort enjeu personnel ou professionnel, le mensonge incorporé dans une déclaration véridique et le mensonge perçu comme étant une vérité. Le mensonge du quotidien, c'est celui que nous pouvons faire régulièrement, qui est sans enjeu personnel ou professionnel et qui ne demande pas d'effort cognitif. Par exemple, lorsque quelqu'un nous demande comment nous allons et que nous répondons que tout va bien alors que nous sommes fatigués. La tromperie est sans conséquence, ni pour le menteur, ni pour celui qui reçoit l'information. Ce sont donc des petits mensonges qui sont difficiles à repérer en termes d'indices, à moins d'avoir un œil averti ou de très bien connaître la personne. Lorsque l'enjeu personnel ou professionnel est fort, le menteur peut éprouver un grand stress qui peut fuiter à travers son attitude corporelle et son verbal. Mais lorsque nous évaluons la tromperie, il ne faut jamais perdre de vue que les signaux de gêne ne sont pas forcément de bons indices de mensonge. Ainsi, quand le menteur ressent ces enjeux, il peut laisser échapper des incohérences, tant dans ses gestes que dans son discours. Mais le cas inverse peut aussi se manifester. Une personne qui doit mentir parce qu'il y a un fort enjeu souhaite être crue à tout prix. Cela peut l'amener à parfaire son mensonge. La situation peut donc être quitte ou double. Soit cet enjeu dégage des indices de tromperie, soit au contraire, il ne laisse quasiment rien fuiter par peur des représailles que cela pourrait provoquer. Notons cependant que ce deuxième cas de figure est beaucoup plus rare que le premier. Les bons menteurs connaissent bien cette technique. Moins difficile que de créer un mensonge de A à Z, il suffit d'incorporer le mensonge entre une ou 2 vérités. Imaginez que vous devez mentir sur le fait d'avoir fait le tour du monde durant 2 ans, loin de votre famille. Pour que votre histoire soit cohérente, vous allez relater de fausses informations en les mélangeant à des vraies. Par exemple, en vous remémorant un voyage que vous avez fait durant 3 semaines et qui vous a éloigné de vos proches. Vous allez vous servir des émotions que vous avez ressenties durant ce voyage-là pour les incorporer dans votre tromperie et faire croire que vous avez fait le tour du monde durant 2 ans. Cette demi-vérité apporte souvent de la crédibilité au discours et au comportement. Seule une partie de l'histoire doit être fabriquée. Cette méthode rend la détection difficile. Ce dernier type de mensonge est celui que nous devons redouter le plus. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une technique utilisée par les menteurs. La personne qui raconte des choses fausses sait qu'elle ment et elle seule connaît la vérité. Mais celui ou celle qui perçoit son mensonge comme étant la réalité a réussi à se convaincre que tout ce qu'elle dit est vrai. Il peut s'agir d'un enjeu très fort ou encore d'une défense ou d'un déni qui ne permet pas de se rendre à l'évidence. Ici, l'inconscient vient soulager la véracité des faits que la conscience, elle, ne peut pas accepter. L'individu qui croit en son propre mensonge diffuse un verbal et un non-verbal cohérents. Cela complique grandement la détection du mensonge, la rendant même la plupart du temps indétectable. Dans la détection de la tromperie, le décodage du non-verbal est souvent très prisé. Pourtant, la première chose à savoir, c'est qu'il n'existe pas de geste relatif au mensonge.
Mais ce qui complexifie grandement la détection de la simulation, c'est que la plupart des gens ignorent quelle méthode va être utilisée par les menteurs. Sans compter que chacun d'entre nous a sa propre façon d'observer les autres. Alors comment peut-on évaluer la vérité ? Deux éléments peuvent permettre de mieux identifier la fabulation d'une personne. Afin de mieux identifier le mensonge, 2 points permettent d'améliorer et de faciliter l'observation. Le premier concerne la baseline de l'individu. Notre baseline, c'est notre attitude naturelle qui comprend le verbal, le paraverbal, la gestuelle et l'éthique. Établir cette baseline est essentiel afin de différencier les changements de comportement entre le naturel et l'attitude contextuelle au moment où nous abordons le sujet qui nous intéresse. Le deuxième point concerne les principaux traits de personnalité de l'individu. Connaître suffisamment la personnalité de l'autre permet de mieux cerner à quel moment son comportement s'éloigne de sa norme habituelle. Vous l'avez compris ? Pour mieux détecter l'incohérence d'un discours, bien connaître la personne aide grandement. Cela s'avère donc beaucoup plus délicat d'essayer d'analyser des inconnus. Pour établir leur baseline, il faut les mettre à l'aise et parler de choses qui n'auront aucun enjeu, ni personnel, ni professionnel, avant d'essayer d'aborder le sujet qui concerne le mensonge. Le meilleur conseil que l'on puisse donner en matière de décodage du mensonge, c'est de se concentrer sur le verbal des gens que nous analysons. Les mots, l'intonation, les silences et tout ce qui entoure le parler s'avèrent plus porteurs d'informations que le non-verbal. Les données sont plus fiables. Pour cela, il faut savoir poser les bonnes questions avec les bons mots et la bonne intonation. Il faut aussi savoir créer un contexte bienveillant. Et encore une fois, n'oublions pas, le stress n'est pas forcément révélateur de mensonges. Nous pouvons aussi bien éprouver de la gêne si nous sommes coupables ou innocents. Certaines idées reçues viennent également ternir la fiabilité de la détection du mensonge. Par exemple, le regard n'a aucune relation directe avec la tromperie. Dire que les menteurs baissent leurs yeux lorsqu'ils racontent des choses fausses n'est pas vrai. Pour autant, tous les menteurs ne vont pas non plus nous regarder dans les yeux pour voir si nous les croyons. Concernant les cadrans du regard, qui consistent à établir si quelqu'un ment ou non suivant la direction de ses yeux, c'est un indice qui s'est avéré n'être pas suffisamment concluant pour en faire un modèle de détection de la fabulation. Lorsque nous racontons un mensonge avec un enjeu important, nous subissons une charge cognitive très lourde où il nous faut inventer beaucoup de choses. Ainsi, cette charge cognitive peut faire diminuer significativement nos gestes. Cependant, j'ai pu voir des personnes faire autant de gestes que des individus sincères alors qu'ils étaient en train de raconter des mensonges. Notons bien que dans la fabulation, la charge cognitive peut effectivement diminuer nos mouvements corporels, mais que des émotions négatives comme la peur peut engendrer un grand stress qui peut aussi bien augmenter ces mêmes mouvements. Comme quoi, rien ne doit vraiment être catalogué dans la détection du mensonge. Alors n'oubliez pas, pour pouvoir évaluer au mieux la vérité, il vous faut en 1. Étudier la baseline, 2. Surtout ne jamais commencer à accuser quelqu'un directement, 3. Savoir poser les bonnes questions de la bonne façon. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère que cela vous apportera un angle de vue un peu plus lucide sur la détection du mensonge avec toute sa complexité. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous procurer ce kit qui vous permettra d'en savoir beaucoup plus sur les menteurs. Et pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve soit au-dessus, soit en dessous de cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très prochainement à travers un nouveau tuto. À bientôt!